Salut, aujourd'hui, vidéo sur l'erreur numéro 1 à ne pas faire en montagne. Alors avant que je vous dise qu'est-ce que c'est, pourquoi je fais cette vidéo, car j'ai vu beaucoup de vidéos de chaînes d'information ou autres qui parlaient de morts en montagne dernièrement. Il y a une soixantaine de morts dans les Dolomites cet été, si je dis pas de bêtises, il y a encore pas mal de morts, donc je vais vous dire l'erreur surtout à ne pas faire en montagne. Alors attention, roulement de tambour, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de mourir, tout bêtement. Et le reste, ça relève de la subjectivité. Alors, ça va paraître bête là, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir comment ne pas mourir en montagne et donc toutes les conséquences que ça a sur notre préparatif. En fait, l'erreur numéro un, en fait, c'est pas, comme j'ai noté là, d'oublier un objet ou de choisir un sac plutôt qu'un autre. L'erreur numéro un, c'est de partir en fait en montagne sans un état d'esprit pro et d'y rester. En fait, on part pas en montagne comme on fait de la cuisine, ok? Tu fais un pas à la maison, tu le rates, c'est pas grave. Tu pars en montagne, bah tu peux rester. En fait, faut vraiment avoir l'état d'esprit d'un guide de haute montagne, ok? C'est un milieu qui est compliqué. C'est pour ça que les guides de haute montagne, ils ont pas, il faut qu'ils fassent des étapes et des courses de ouf parce que c'est un métier à part entière assez risqué. Donc là, on va voir les risques principaux, comment on peut mourir en montagne et comment on va éviter. Et en fait, on va en déduire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en fait, on va se concentrer sur l'essentiel et le reste, ça va être de la subjectivité. Voilà, tous les sacs, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a plein de chaînes YouTube, c'est des super succursales de Decathlon, vous aurez plein d'informations. Voilà, mais justement, c'est le problème. On va parler de est-ce que vous mieux un sac Decathlon ou de terre, et au final, on va oublier l'essentiel. Ok, donc premier risque, je pense le plus important, le froid et les conditions extrêmes. Donc hypothermie, foudroiement, exposition prolongée. Ça, c'est un risque, je pense, numéro un. Il faudrait voir les statistiques, je ne les ai pas. Ensuite, on a blessure et chute. Donc perte d'équilibre, fatigue, terrain technique, équipement inadéquat. Ok. Donc soit on meurt de froid, soit on meurt d'une chute. Et pour finir, alors là, souvent, les gens parlent de ça, mais il n'y a quasiment aucun risque, c'est de mourir de soif ou de mourir de nourriture. Si vous partez en France, il y a zéro chance de mourir. Il faut 3 jours pour mourir de soif et un mois pour mourir de faim. Donc il y a plus de chances que on meure parce qu'on a un peu la tête qui tourne, parce qu'on n'a pas mangé d'une blessure ou d'une chute ou de froid plutôt que. Voilà, mais c'est super important de garder ça en tête parce que ça fait relativiser le fait de ne pas avoir de nourriture sur soi, ok? Et on va plutôt se blesser à prendre trop de nourriture et tomber plutôt que de partir à jeun et d'avoir 100% confiance en ses capacités. Alors maintenant, on va voir les solutions. Ok. Premièrement, il faut une bonne préparation et une information. Donc déjà, pour éviter de mourir du froid et des conditions extrêmes, il faut vérifier la météo et les conditions locales. Discuter avec les guides en refuge. J'ai fait beaucoup de fois le GR20, le nombre de fois où j'ai vu des gens partir, je me rappelle une fois où j'ai vu des gens partir sur une arête, il commençait à s'assombrer, le ciel ça commençait à grêler, et ils sont partis sur une arête parce qu'en fait, ils n'ont pas écouté le guide et c'était infernal. J'ai vu le tonnerre, j'ai regardé les news le lendemain parce que j'ai cru qu'il y en avait un qui allait être électrocuté. Donc, on écoute toujours les locaux. Une autre histoire, j'ai fait de la randonnée en Norvège et on avait prévu de partir d'une gare jusqu'à Trolltunga et 3 personnes sur place nous ont dit que si on allait dans cette direction-là, on tombait dans une rivière d'eau glacée et on allait y rester. Donc au bout de 3 personnes, il faut être sage et aller à l'opposé. Donc voilà, ne pas partir si incertain ou conditions dangereuses. Et donc le plus important, et ça, je vois beaucoup cette erreur-là, il faut toujours prendre quelques jours en plus. Parce que ce que je ne vous ai pas dit sur les gens qui étaient partis en randonnée avant, sur la crête, pardon, ils devaient prendre leur avion, erreur de base. En fait, on s'en fout. Il faut prendre une semaine en plus. Et si le gardien du refuge vous dit de ne pas y aller, on n'y va pas. Ok, équipement et matériel. Le plus important, pour ne pas mourir de froid, surtout quand on part bivouaquer loin d'un refuge, parce qu'en fait, quand on est proche d'un refuge, on peut faire n'importe quoi. Il y a un souci, la nuit, on va dans un refuge, ok. C'est d'avoir les vêtements au sec dans un sac étanche. Les vêtements et le sac de couchage au sec. Donc toujours, la règle d'or, c'est que on va tout mettre au sec dans un sac étanche à l'intérieur et
Lorsqu'on va sortir au niveau du bivouac, bah, on est sûr qu'on pourra être au chaud. Ça, c'est super important parce que ça sert à rien de passer 10 ans à choisir son sac de couchage si on l'accroche à l'extérieur. Ça baltringue dans tous les sens, ça va le dingue dans tous les sens et voilà, on tombe en plus et c'est mouillé. Du matériel pour le feu, de la nourriture chaude, parce que ça va être important aussi pour se réchauffer au cas où. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais avoir un poncho tarp pour faire un abri de secours. Moi, je dors toujours sous poncho tarp. Alors, c'est un peu spartiate, mais c'est pas mal. Par contre, l'avantage ultime, c'est que je peux monter un abri de secours et je peux être au top pendant une dizaine d'heures à moins 10 degrés en une minute. Voilà, donc ça, c'est vraiment la solution de secours par excellence. Et donc, il y a plein de personnes qui me disent, ouais, ton poncho tarp, c'est pas très sécurisé. Moi, je suis beaucoup plus en sécurité qu'eux parce que je peux monter une solution, je peux monter un abri de secours en une minute et me réchauffer avec une bougie. Je vous montre ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Bien sûr, maîtriser son matériel, monter et démonter sa tente 10 fois dans le jardin avant d'y aller. C'est chiant, c'est relou, mais c'est comme ça qu'on sera sûr de notre coup et qu'on ne fera pas des bêtises. Le nombre de personnes qui montent leur tente pour la première fois en rando, encore une fois, hein, c'est pas grave quand on est à côté d'un refuge, mais si on part un peu loin, il faut être sûr de son coup. Alors, là, c'est un point qui est un peu critique, mais moi, je pense qu'il faut alléger son sac le plus possible. Pourquoi? Parce que, en fait, on est habitué au poids de notre corps lorsqu'on marche, lorsqu'on escalade, ok? Lorsque vous marchez, vous êtes habitué, c'est la proprioception à votre corps, et plus vous vous mettez de poids, plus vous avez de chances de tomber et de vous faire mal et de blesser, et de faire une chute fatale. Donc, il va falloir garder votre centre de gravité le plus proche de ce que vous avez l'habitude, donc avoir un sac à dos le plus léger possible. Alors, là, il va falloir par contre garder un sommeil optimal et une protection contre le froid, ok? Donc moi, je dirais qu'il faut apporter tout ce qu'on peut pour avoir un sommeil optimal, ok? Une bonne protection contre le froid et tout le reste, tout ce que vous mettez en plus va vous desservir. Malheureusement, on va penser que c'est du confort, mais c'est pas un couteau suisse ou le énième gadget qui va vous aider. Au contraire, ça va vous décentrer et là, vous aurez beaucoup plus de risques de tomber, mathématiquement. Ne rien prendre d'autre. Et surtout, pour finir, préparation physique et mentale. Donc là, j'en parlerai plus tard. Il y a une vidéo assez intéressante qui vient par la suite. Donc, travailler l'équilibre, la respiration, l'escalade. De mon côté, je vise un niveau CETA solide. Et je peux vous dire que si vous avez un niveau CETA en escalade, en fait, les guides de haute montagne nécessitent d'avoir un niveau CETA solide, ben, vous pouvez faire n'importe quelle randonnée, ça sera facile. Et ça sera pas que facile techniquement, ça veut dire que comme vous serez sûr d'y arriver, vous serez relâché. Et c'est en étant relâché qu'on n'est pas stressé et qu'on évite de tomber. Voilà, ce qu'il faut en fait, c'est ne pas stresser, ne pas paniquer. Donc ça va faire un cercle vertueux. Donc si on sait que, moi si je sais que je peux grimper du CETA, il n'y a aucun souci. J'ai déjà fait plein de fois le GR20, là je le referai, mais ça sera finger in the nose. Bien dormir, rester reposé. S'entraîner bien sûr à la rando et à ses chaussures. De mon côté, je pars avec des chaussures minimalistes, mais j'ai fait 2000 km avec, donc je les maîtrise aussi. J'ai fait plusieurs fois 100 km de rando, aucune ampoule. Apprendre à se passer du confort, et voilà, encore un point un peu controversé, mais avoir un IMC dans la moyenne. Voilà, un IMC dans la moyenne, parce que déjà pour les genoux, en haute montagne c'est compliqué, et encore une fois, on revient sur le point d'équilibre, on va être plus lourd, ça va être plus compliqué, donc voilà, pas être rachitique en famille, mais juste voilà, bien. Tant qu'on n'est pas dans la zone de surpoids, normalement, euh, on peut faire de très belles randonnées, mais je pense qu'on augmente les risques de blessure. Voilà, j'ai peut-être oublié quelques trucs, mais j'espère que ça vous a intéressé. Le but était de vraiment se concentrer, se focaliser sur les points importants et pas voilà, le énième sac ou les trucs un peu à la mode qui au final nous écartent de l'essentiel. Et surtout si vous avez des questions ou des remarques, surtout si un guide de haute montagne passe dans le coin parce que je ne le suis pas, n'hésitez pas à discuter. Allez, à plus!